Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je suis April, je suis autiste et ça fait un an que je fais des vidéos sur l'autisme. Donc j'ai commencé une série de vidéos où je fais un peu une réflexion plus globale de l'autisme dans la société plutôt que d'habitude je fais un exposé sur mes spécificités autistiques. Voilà. Donc ceci est ma deuxième vidéo. Je suis désolée pour la qualité pourrie de la vidéo parce qu'il est un peu tard et je voulais absolument tourner la vidéo aujourd'hui donc je le fais. Aujourd'hui, on va parler de politique. Alors attention, n'ayez pas peur. Non, c'est-à-dire que c'est toujours le thème, c'est toujours je suis une autiste sans histoire. Et là, on va parler en fait du militantisme. Donc, en quoi autisme et militantisme sont-ils liés? Et je vais faire un point un peu sur la politique. N'ayez pas peur, hein. Donc j'ai appelé ça la fable politique, hein, puisque la première vidéo c'était la fiction scientifique. Alors la fable, en fait, en théorie littéraire, c'est l'équivalent de justement la fiction et ça s'oppose à l'histoire qui est du coup la vérité. Voilà, donc la fable politique, ce serait un peu l'équivalent de la fiction politique. Donc on va aussi parler d'engagement et à la fin, je vais citer Albert Camus, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de vulgariser pour que vous suivez bien tout. Voilà. Et je vais aussi parler de mon rapport en fait au militantisme et en quoi je suis devenue militante en découvrant que j'étais autiste. Bon, alors on commence par les récits parce qu'en fait je prends toujours mon petit essai là de Alice Zeniter. Je suis une fille sans histoire et donc qui interroge le personnage féminin dans les histoires et notamment la représentation de ce personnage et la vision du corps des femmes dans les histoires. Donc moi je transpose ça à l'autisme. Donc Alice Zeniter elle parle beaucoup des histoires, de la fiction, du pouvoir de la fiction. Et elle dit que les histoires, donc je vais parler des récits, ont une force émotionnelle qui dépasse justement la fiction. C'est-à-dire que grâce à un récit, en fait, comme un roman, on ressent des émotions. On s'attache à un personnage, on a l'impression qu'il est réel, on va pleurer s'il meurt, et il y a donc un phénomène d'identification qui se fait, et on le voit très bien dans les séries par exemple. Et en fait, cette force émotionnelle du récit, elle est aussi présente dans le discours politique. C'est-à-dire que en fait, ce qui importe, ce n'est pas tant le récit en soi, en tout cas dans la politique, mais c'est l'effet que produit le récit sur la personne qui écoute ce récit, sur le spectateur, le téléspectateur. Voilà, alors je parle pas des médias, j'y reviendrai plus tard dans la troisième vidéo. Donc en gros, la façon dont le récit est construit, l'intention qu'on lui donne va plus ou moins influencer la personne qui écoute et va avoir une certaine portée. Donc ce que Alice Sanitaire nous dit, c'est que pour qu'une idée puisse faire de l'effet, il faut qu'elle soit transformée en idée affectante, c'est-à-dire en idées qui produisent de l'affect, qui produisent des émotions. Comment? En mettant en récit ou en image des choses ou des causes lointaines, voire invisibles. Donc, grâce au récit, on donne une visibilité à ce qui n'est pas forcément le cas, en fait. Donc, on donne une tribune à des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées, etc. Donc, en gros, en utilisant notre empathie, puisque ça va créer des émotions, on va donner accès à d'autres mondes. Donc tant que le récit de ce monde-là, tant que le récit de ce mode de vie, de cette injustice, de cette violence-là n'est pas rendu visible par le récit, l'autre finalement ne peut pas se le représenter, il ne peut pas avoir accès à ce monde-là et en gros il n'existe pas. Comme il n'existe pas, le spectateur ou le lecteur ne peut pas finalement ressentir d'émotions, d'affect et donc ensuite passer à l'action pour éventuellement défendre les causes de cette injustice, etc. Alors en politique, en fonction des partis politiques et des valeurs, des grandes causes que défendent ce parti, on va produire aussi un certain récit qui va viser à toucher le plus grand nombre d'électeurs. Mais ce récit qui prétend servir l'intérêt commun et défendre les valeurs de la démocratie n'a en réalité qu'un objectif, c'est quand même l'élection, donc c'est obtenir finalement plus de pouvoir et satisfaire l'ego de la part de celui qui produit ce récit, même s'il fait ça dans l'intérêt de tous. Voilà, et qu'il a quand même des valeurs et il a quand même des idées qu'il a envie de concrétiser. Bon, alors par exemple, il y a des cas où ces valeurs n'ont pas été en adéquation avec son récit, notamment avec le cas des Ouïghours. Donc je vous rappelle que c'est une minorité musulmane en Chine qui a été opprimée par le gouvernement chinois et enfermée dans des camps. Donc là, on a par exemple observé ce qu'on appelle une jolie dissonance cognitive, donc un écart entre les idées et les valeurs, puisqu'on a observé une grande passivité de la part de l'ensemble des pays de la communauté internationale et en particulier de la France, qui pourtant
brandit la liberté et la déclaration des droits de l'homme comme étendard. Donc là, il y a une belle dissonance cognitive, mais on pourrait aussi prendre le cas de l'écologie ou de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui ont mis beaucoup de temps avant qu'on commence à prendre le truc à bras-le-corps et le sujet au sérieux. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps concernant certaines causes qui pourtant étaient justes pour la société? Parce que tout récit qui était produit, notamment dans le cas de l'écologie et aussi concernant la lutte pour l'égalité homme-femme, était souvent décrédibilisé, voire moqué. Et donc finalement, ça a empêché ce phénomène d'identification qui allait produire de l'affect chez le spectateur ou le lecteur et ensuite éveiller sa conscience pour le pousser à l'action. Et concernant les Ouïghours, je ne sais pas si vous savez, mais ce qui aura finalement permis de faire un peu bouger la communauté internationale, c'est la forte mobilisation des jeunes, qui d'ailleurs ont été touchés par les récits de plus en plus nombreux concernant les Ouïghours qu'ont fait les médias, et qui du coup a fait pression sur le gouvernement français et donc les autres pays pour qu'ils fassent quelque chose. Donc sans doute aussi parce que ces jeunes sont peut-être plus en accord avec leurs valeurs, eux. Donc voilà, donc finalement, si on caricature un peu, beaucoup on pourrait dire que le récit politique, que ce n'est que de la poudre aux yeux et qu'une fois confortablement installé au sommet, ce récit devient fiction. Bon, en réalité, c'est pas si simple que ça, bien sûr, c'est pas si manichéen, mais l'homme politique va quand même continuer à produire des discours, enfin des récits, afin d'alimenter la machine des affects, pour aussi obtenir de la part de la population une certaine réaction, si on caricature là encore. Donc par exemple, lors du premier discours d'Emmanuel Macron pendant la crise sanitaire, je pense que l'effet produit, c'était clairement de faire attention, donc presque de la crainte, voire de la peur, compte tenu de la gravité de la situation pour que justement le moins de risques soit pris. Donc là c'était un effet produit du discours qui est tombé un peu comme ça d'un coup de manière assez impressionnante, voilà. Mais outre la question de la sincérité ou non de l'engagement politique, c'est pas trop le débat, on pourrait se demander si finalement ce qui prime sur la défense de la liberté, donc là je vais reprendre le fameux slogan, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité comme valeur absolue, ce serait pas finalement de fédérer le plus grand nombre pour ce qu'on juge être le bien commun, donc ce qui pourrait permettre à la société d'être stable et heureuse dans sa globalité, dans sa majorité, au risque d'en laisser quelques-uns sur le bord de la route. Et toujours en suivant la cadence folle de la machine économique. Parfois, heureusement, la politique est rattrapée par la société. Donc c'est le cas notamment quand il y a certains récits qui sont publiés et qui offrent une visibilité qui jusque-là n'était pas la priorité du tout des hommes politiques. Notamment, je pense au livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui parle de l'inceste, où là, tout d'un coup, là, tout le monde s'est réveillé. On a mis les bouchées doubles, on voulait réformer la loi, on interviewait le ministre de la Justice, là c'était la priorité number one, il fallait absolument qu'on protège les enfants, etc. Mais finalement, avant ce récit qui a été mis en avant par les médias, finalement l'inceste, c'était pas vraiment le débat public, quoi. Donc on voit bien que là, parfois la société, elle arrive quand même à avoir le dessus et justement, elle peut vraiment influencer les instances au-dessus de nous qui sont un peu plus passives ou en tout cas qui n'ont pas la même vision du monde que la nôtre. Donc il arrive quand même que quelques récits du coup émergent et fassent entendre leur voix, mais la plupart du temps on voit bien qu'il y a une invisibilisation des récits, surtout quand ces récits sont pas considérés comme importants pour la société ou garants du bien public. Et du coup, pour une partie de la population, certains récits sont pas considérés comme importants et donc on les oublie, on n'y fait pas attention. Voilà. C'est considéré en fait comme des récits minoritaires et à l'inverse, il y a des récits dominants, des récits majoritaires qui eux vont monopoliser toute l'attention et parce qu'il va en fait parler au plus grand nombre. Voilà. Alors concernant l'autisme, pour que nous, on ait envie de faire entendre justement nos voix, notre voix, qui est une cause minoritaire, encore faudrait-il qu'on ait déjà nous-mêmes un peu réfléchi au fait qu'on soit autiste, donc qu'on ait compris qu'on était autiste, et aussi un peu réfléchi à la place qui est la nôtre dans notre société. Toute notre vie, on va vivre de la violence, de la discrimination, du harcèlement, toutes sortes de violences, et dans différents aspects de nos vies, que ce soit au niveau familial, amical, amoureux, professionnel, etc.
Oui, parce que bon, l'homme est un loup pour l'homme et que du coup, bah, souvent les minorités payent un peu les pots cassés du reste de la société. Donc on sera déjà peut-être un peu sensible à certaines causes, on aura déjà peut-être un peu réfléchi à ce qui ne va pas dans la société, on aura déjà un peu cette réflexion parce que souvent, bah, on est plus sensible parce qu'on vit la discrimination, donc on est plus sensible à l'ensemble des causes, pas seulement à la nôtre. Et un jour, on apprend qu'on est autiste. Et là, ça va pas, c'est le choc, parce qu'on se rend compte que non seulement on fait partie donc nous-mêmes d'une minorité discriminée et fortement invisibilisée, mais qu'en plus tous les discours et récits qu'on a entendus sur nous-mêmes depuis le début de notre vie étaient faux, en partie. Il manquait la pièce manquante du puzzle. On allume la télé, on voit les médecins qui parlent de nous sans nous, qui nous confisquent le droit d'avoir nos propres récits, et le comble, c'est qu'après, on se sert de ces récits-là, on les utilise contre nous pour nous dire qu'on n'est pas ce qu'on prétend être. Donc on nous vole le récit, en gros on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de nous exprimer et nous sommes donc des autistes sans histoire, d'où un peu le titre de la vidéo. Alors pourquoi? Mais parce que tout le monde s'en fiche de nous, tout le monde s'en fiche des autistes. On fait pas rendre, on n'intéresse personne, on est juste une toute petite minorité, enfin à mon avis on est beaucoup plus que ce qu'on prétend, mais bon voilà. On laisse bien tout un peuple crever dans des camps en 2021. Pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts pour nous, les autistes? En plus, la plupart, on s'adapte très bien, n'est-ce pas? Là, c'est de la mauvaise foi. Hein. Bah oui, nous, on pose problème. Parce que nous prendre en compte, ça voudrait dire faire ralentir toute la machine au nom de l'équité, ça voudrait dire revenir à l'humain d'un point de vue plus individuel, et on n'a pas le temps, il faut aller vite. Ça voudrait dire nous écouter, nous croire, mais c'est tellement plus confortable d'écouter des médecins qui d'ailleurs correspondent aussi à une parole dominante et majoritaire. Personne ne veut fondamentalement notre bien. Enfin, bien sûr, il y a des assos, des profs bienveillants, des parents qui se battent, etc. Bien sûr, mais la majorité, non. On ne veut pas se remettre en question. Parce que ça voudrait dire accepter que les choses vont très mal. Que la société dans laquelle on vit produit plus, enfin, déshumanise plus qu'humanise. Et de voir ça, de constater ça, c'est pas dans l'intérêt du bien commun, justement. Enfin, ça dépend de quel bien on parle. Donc, quand on découvre qu'on est autiste et qu'on est un tant soit peu logique avec soi-même, qu'on n'est pas dissonant cognitivement, justement, et ben en fait, on est un peu obligé de prendre les armes, quoi. On est un peu obligé de se défendre. On découvre d'ailleurs que notre être entier, enfin ce qu'on est, ce qu'on représente aussi, il est politique, puisqu'il se révèle comme il révèle comment s'exerce le pouvoir mis en place dans une société donnée, et en particulier ses dysfonctionnements dans notre cas. Alors en fait, l'autisme et le militantisme c'est lié parce qu'on est obligé de produire des récits à un moment donné, de se réapproprier notre histoire, de produire les nôtres de récits, les nôtres d'histoire. Et le militantisme, c'est aussi ça, c'est aussi produire un récit comme le récit politique qui va créer des affects, comme le récit politique, ou bien la fiction, ou bien les romans, mais ces affects vont permettre de passer à l'action. Sauf que ici, c'est de passer à l'action pour défendre des causes. Donc des causes qui pour nous sont nobles, en l'occurrence l'autisme. Donc autisme et militantisme sont liés pour moi, parce qu'à ce moment-là, en fait, au moment où on découvre qu'on est autiste, on revit toute son histoire et on revit toutes les injustices qu'on aura aussi minimisées, on revit la violence médicale, on revit le harcèlement scolaire, on revit toutes les paroles qu'on a intériorisées sur nous et qui étaient fausses. Et là, il y a un mouvement, je pense, normal de colère ou on ne peut plus se laisser marcher sur les pieds. À un moment donné, il faut qu'on dise qu'on existe, qu'on est là. Voilà, il faut qu'on produise nos récits. Et donc, par rapport à ça, à ces récits, je voulais dire que moi, ça me fait penser à l'absurde en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on découvre qu'on est autiste, on a ce sentiment de l'absurde, c'est-à-dire d'un monde qui n'a pas de sens, d'un monde qui vit sans nous, en croyant qu'on est bien avec eux, alors que c'est pas le cas. Et c'est ça en fait qui pour moi a fondé un petit peu mon combat, voilà, mon militantisme. C'est ce sentiment d'absurdité qui tous les jours était là, était latent, où je voyais des gens qui ne me comprenaient pas, qui même en étant bienveillants, en étant gentils, n'avaient jamais finalement accès à l'entièreté de ma personne. Et quand je parle de l'absurde, en fait, je parle aussi de l'absurde au sens où l'a défini Albert Camus. Donc Albert Camus, c'est un auteur du XXe siècle que j'adore, qui était aussi un philosophe et qui a créé une théorie de l'absurde qui voulait dire que finalement l'absurde c'est donner du sens en fait
au silence déraisonnable du monde. Le silence déraisonnable du monde, pour Albert Camus, c'est tout simplement la nature qui est silencieuse, le fait que nous, êtres humains, notre vie, on va chercher à donner du sens. Que quand on va dans la nature, si on dit pourquoi je fais ça, c'est quoi le sens de mon existence, personne va nous répondre. C'est ça l'absurde pour Albert Camus, c'est-à-dire qu'on va se trouver face à un silence. Mais moi, si je me réapproprie cette citation et si je la sors un peu de son contexte, je pourrais dire que le silence déraisonnable du monde, c'est aussi le déni de cette société. Le déni de ses propres dysfonctionnements, le déni de sa propre malveillance, le déni de son hypocrisie aussi, de sa méchanceté, de sa cruauté, de sa toxicité. Et c'est ça que nous, on va révéler en fait en tant qu'autistes. L'autisme, ça permet, la prise en compte des personnes autistes, ça permettra de construire une société meilleure pour moi, une société plus éthique, de donner un nouveau sens à la société tout entière, au sens de nouvelles chances, en respectant davantage les individus qui composent cette société, et non pas en voulant finalement que les individus s'adaptent à la société, s'adaptent au système, mais que finalement ce soit l'inverse, que ce soit le système qui s'adapte aux individus qui la composent. Et par rapport à ce pouvoir de l'action, moi je trouve que quand même on évolue dans le bon sens et que au fur et à mesure quand même on évolue sur certaines questions. On voit bien que 30 ans en arrière, on n'avait pas du tout le même comportement vis-à-vis des femmes, que là on commence vraiment enfin à prendre au sérieux l'écologie et que bon la neurodiversité on en parle quand même un peu, bon c'est pas encore ça mais allez il faut y croire, il faut leur laisser une chance. Et quand je vois moi, mes élèves de 11 ans, parfois, quand je vois qu'ils ont envie de faire des débats sur le féminisme, des débats sur le sexisme plutôt, à 11 ans, hein, ils demandent qu'ils sont touchés par l'écologie, je vois qu'en fait ces jeunes, ils ont mieux compris le monde dans lequel ils vivent que les adultes, que la jeune génération en fait elle est déjà plus sensibilisée, plus sensible aussi, et qu'elle sent finalement toutes les luttes qui restent encore à faire. Je trouve ça dur aussi que du coup on leur laisse un tel fardeau sur les épaules parce que voilà, il y a plein de choses qui vont devoir se battre pour plein de choses que nous on a laissé un peu passer malheureusement. Et cet engagement en fait pour moi, il est vraiment aussi d'un point de vue individuel, il permet de s'enraciner, d'être ancré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'étais une petite fille sage, moi j'ai pas fait d'histoire, moi j'étais une fille sans histoire au sens littéral, c'est-à-dire que je ne posais pas de problème. Je dirais pas que je remettais pas en question les choses parce que j'étais déjà un peu mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Mais disons que j'étais très passive en fait et j'étais pas quelqu'un forcément à taper du poing sur la table, etc. D'ailleurs, je dirais pas que je le suis actuellement, c'est pas ça, mais disons que en fait être autiste, c'est aussi combattre, enfin tenter d'améliorer le monde dans lequel on vit. Et il y a une colère en fait liée à ça qui est pour moi légitime en fait, hein. C'est le sentiment d'injustice, c'est le sentiment aussi presque de pas être considéré comme un être humain à part entière parce que finalement ils n'ont pas toutes les cartes en main et que on voit bien que bon ils essaient toujours un peu de noyer le poisson à travers ce truc de handicap, ça tombe dans la pathologie. En fait soit c'est un handicap, soit c'est une pathologie, mais on n'est jamais en fait des êtres purs avec aussi une individualité. En fait c'est toujours de nous considérer comme des prototypes, comme si on pouvait dire tiens j'ai vu une fille hier, elle était comme ça, mais toi t'es pas comme ça, c'est bizarre, pourtant la fille hier que j'ai vue elle était comme ça. C'est pareil pour les autistes, on va un peu chercher à les regrouper, à les catégoriser en fait, ça je trouve ça malsain. Et donc pour finir, je voulais vraiment dire que vous, si ça peut vous aider à vous sentir mieux, n'hésitez pas à vous dire que vous êtes un peu le combat du 21e siècle, je sais pas, de 2021 peut-être, ou en tout cas qu'on a quelque chose en nous qu'il faut que ça... Moi j'ai envie que ça pète en fait, j'ai envie que les choses elles évoluent, que ça explose, j'ai envie qu'à un moment donné on arrête d'inviter des médecins ou des parents, ou alors des parents avec leurs enfants autistes. Là ce serait peut-être plus intéressant, enfin si les enfants sont pas trop agressés par les médias, etc. Mais en fait, je voudrais qu'il y ait plus de visibilité. Et alors, dans une troisième partie, je parlerai de l'art aussi, parce que se réapproprier la fiction en tant que personne autiste, c'est aussi passer par l'art, parce que l'art, justement, permet une visibilité de tous les récits qu'on cherche à étouffer.
Et parfois l'art, je disais, les individus sont en avance sur la société, mes élèves, ils sont en avance parfois sur certains profs, et l'art est aussi en avance sur la société et sur le politique. Et je pense que si nous, on défend pas corps et âme notre cause, personne ne le fera à notre place, en fait. Parce que tout le monde s'en fiche de nous, parce que voilà, on est une minorité, et que les politiciens, ils ont pas la priorité, voilà, ils sont pas dans ces valeurs-là, ils sont dans d'autres valeurs, ou en tout cas à essayer de défendre, de sauver un peu le bateau, j'ai l'impression plutôt. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.